mon plaisir maintenant d'introduire le professeur Éric Pestres, qui est docteur en médecine de l'ULB en 1979, avec grande distinction, qui est agrégé d'enseignement supérieur en urologie en 1980. Il est chef du service d'urologie du CHU de Charleroi. Il est consultant à l'hôpital Erasme, mais il est titulaire de la chaire d'urologie au premier master en médecine à l'ULB. Outre l'urologie clinique, à l'évidence, il a un domaine de recherche particulier qui est l'étude de la physiologie, de la physiopathologie de l'érection, de la physiopathologie de l'adénome, de la prostate. Et il propose à titre allumant, en quelque sorte, la verge de point, le baromètre de la santé physique, et nous nous réjouissons d'en savoir davantage. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis et ma famille. Je vais vous parler donc du baromètre de la santé physique de l'homme. En préambule, donc je sors médecin en 79, j'arrive à l'hôpital Erasme immédiatement avec le professeur Schulman, qui était le chef de service, et un an plus tard, revenu d'un congrès américain, il me dit, tu sais, j'ai vu un appareil un peu particulier, on met 2 petits anneaux autour de la verge et on enregistre les érections nocturnes, et grâce à ce mécanisme, on peut faire la différence entre l'impuissance dite psychologique ou organique. Tu vas t'occuper donc de cet appareil et des patients qui ont des problèmes sexologiques, puisque en réalité, rappelez-vous, nous sommes dans les années 80, l'impuissance est considérée essentiellement comme d'origine psychologique ou problème endocrinien, puisqu'on prescrit un peu de proviron, c'est-à-dire la testostérone, pour traiter les impuissants. Alors effectivement, c'est un titre un petit peu bizarre, voire même frivole, je dirais, dans cette enceinte où règne la science médicale. Il est clair que la verge a, depuis toujours, que ce soit l'état de flaccidité ou d'érection, intéressé les artistes. Quant à l'impuissance, l'impuissance était à l'origine de nombreuses blagues qui fait rire beaucoup de personnes, sauf ceux qui sont concernés. En revanche, en ce qui concerne la physiologie d'érection, voire même la sexualité, on n'en parle pas. Personne, je suis certain, ici d'entre vous, n'a eu un cours sur la sexualité, soit dans l'enseignement supérieur, soit pendant ces années de médecine. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tabou. Et même encore aujourd'hui, les pédicules vasculo-nerveux qui sont destinés à la verge sont appelés honteux. C'est honteux de parler d'érection. Non. L'érection n'est pas due à un os. La fracture des corps caverneux existe, mais ce n'est pas dû à une rupture d'un os, c'est en fait l'albuginée qui se rompt. Et pourtant, l'homme est le seul mammifère qui n'a pas d'os pénien. Tous les autres mammifères ont un os pénien. Ici, voilà le morse, et vous voyez ce magnifique os pénien. Michel-Ange avait imaginé que l'érection était due en fait à une aspiration d'air. Il y avait un conduit entre les poumons et la verge qui faisait que celle-ci se gonflait. Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre 1982 pour qu'un chirurgien français vasculaire, tout à fait par hasard, écrive une lettre dans le Lancet pour dire que l'injection d'un myorelâchant dans la verge provoquait une érection. Enfin, l'homme pouvait avoir une érection quand il voulait. Revenons un peu à l'anatomie pour bien comprendre ce phénomène. La verge est composée de 2 corps caverneux, entourés par une membrane épaisse qui s'appelle l'albuginée. C'est parce que cette membrane épaisse existe que les corps caverneux sont un système à haute pression, alors que le corps spongieux, qui n'a pas cette membrane, est un corps à faible pression. La preuve, c'est qu'en érection, vous pouvez déprimer le gland
alors qu'il est impossible de pousser sur les corps caverneux. Le sang arrive par les artères péniennes et en fait de cet albuginé partent des cloisons de fibres de collagène élastique sur lesquelles vont reposer des fibres musculaires lisses, véritables moteurs de l'érection, et vont délimiter ce qu'on appelle les espaces sinusoïdes, virtuels à l'état de flaccidité, et le sang est alors récupéré par un plexus veineux sous-albuginéal directement dans les veines émissaires et par les veines circonflexes vont aller dans la veine dorsale profonde de la verge. Alors, suite à une stimulation érotique, nous allons avoir une relaxation des fibres musculaires lisses, une dilatation artérielle, le sang va venir remplir les sinusoïdes caverneux et progressivement, ceux-ci, en se dilatant, vont venir comprimer le système veineux sous-albuginéal. Vous voyez, c'est un microscope à balayage. À l'état de flaccidité, on voit très bien les veines. En revanche, à l'état d'érection, on voit les sinusoïdes dilatés, mais on ne voit plus le système veineux qui est comprimé entre l'albuginé et ces sinusoïdes dilatés. Le tout étant sous un contrôle neurologique, deux centres, l'un adrénergique, l'autre cholinergique, et ces fibres nerveuses vont, sur le plan adrénergique, activer des récepteurs alpha et provoquer la contraction, alors que le système cholinergique va d'une part inhiber ce système adrénergique et d'autre part stimuler des nerfs non adrénergiques, non cholinergiques qui produisent du effet. Autre élément très important, c'est la production par les cellules endothéliales qui recouvrent ces espaces caverneux, sinusoïdes, qui vont, selon leur étirement, alors produire du monoxyde d'azote. Ce NO va alors agir en produisant du cGMP, le GMP cyclique, et ce GMP cyclique va faire quoi? Va faire en sorte que le calcium dans la cellule musculaire diminue. Et il va soit le chasser en dehors de celle-ci, soit le faire qu'il rentre dans le réticulum endoplasmique. Moins de calcium il y a dans le cytoplasme d'une fibre musculaire lisse, plus grande sera sa relaxation. Tout ça, j'ai étudié pendant que j'étais dans le service d'urologie du professeur Schulman, puisqu'on ne connaissait pas grand-chose sur le système veineux. Et comme il me manquait, disons, un peu de recherche fondamentale, je suis allé trouver plusieurs responsables des laboratoires à l'ULB et le professeur Van der Hagen, feu professeur puisqu'il est décédé, m'a accepté dans son laboratoire où j'ai étudié l'innervation peptidérgique de la verge. Et nous avons été les premiers à mettre en évidence la présence d'une neuropeptide Y, comme vous pouvez voir ici par immunohistochimie, ou des grains d'or en microscopie électronique. Et comme le neuropeptide a une activité vasoconstrictive, mais beaucoup plus lente que l'adrénaline, on en avait déduit que c'était probablement lui qui faisait que la verge était plus fréquemment en état de flaccidité qu'en état d'érection. L'éditeur, alors, vu les différentes publications que j'avais faites, toujours dans le journal américain, du Journal of Urology, le considéré comme le meilleur journal, m'a demandé en 92, oui, puisque j'ai passé ma thèse en 1988, de faire un state of the art, et je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'urologues belges qui n'ont jamais fait un state of the art dans le journal d'urologie américain, sur justement la physiologie, la pathophysiologie, le traitement du système veineux dans l'impuissance. Au même moment, alors que je suis toujours dans le laboratoire du professeur Van der Hagen, on acquiert un analyseur d'images, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui permet de quantifier tout ce que l'on veut dans un organe. Il suffit de prendre un marquage spécifique d'une structure qui alors est colorée et l'ordinateur calcule ainsi la représentation de cette structure dans l'organe. Il se veut aussi qu'au même moment, j'ai un médecin égyptien qui souhaite faire une thèse de doctorat et qui vient donc dans le service, et à deux,
nous nous mettons à travailler et à quantifier toutes les différentes structures que l'on trouve dans la verge afin de comprendre pourquoi nous avons des problèmes de dysfonction érectile. Et la conclusion de ces différents travaux, toujours publiés dans le journal américain, montre que, au niveau de la tunique albéginée, nous avons des modifications en différant les types de collagène. Ce qui a pour résultante, c'est que la verge devient moins compliante avec l'âge, que nous avons une réduction des fibres musculaires lisses avec l'âge et une réduction des fibres élastiques. Il s'agissait alors de comprendre pourquoi nous avions cette réduction des fibres musculaires. Et en lisant, on s'est rendu compte que quel que soit l'organe, quand il y a une réduction d'oxygénation de cet organe, on stimule un certain facteur de croissance, qui est le TGF-bêta, et ce dernier va stimuler la fibrose. Et donc, nous avons mesuré la tension en oxygène au niveau de la verge avec le pourcentage de fibres musculaires lisses, et nous avons vu qu'il y a une relation entre la réduction d'oxygénation de la verge et la réduction des fibres musculaires lisses. Au même moment, d'autres ont montré qu'en fait l'oxygène était nécessaire pour stimuler la hénosynthase qui produit de l'oxygène. Et que si l'on réduit dans des bains pharmacologiques la teneur en oxygène, eh bien on se rend compte que la relaxation des fibres musculaires lisses est moindre. Suite à ce que je viens de vous dire, vous avez tout de suite compris le phénomène des érections nocturnes. En effet, tout homme, au cours de sa vie, a 3 à 4 épisodes d'érection nocturne durant 10 à 15 minutes au cours de la nuit. Certains diront, voilà, des érections mal utilisées. Mais non, c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour maintenir la vitalité par l'oxygénation nocturne de la verge, la vitalité des fibres musculaires lisses intrapéniennes. Ce qui veut dire aussi que plus d'érections vous avez au cours de votre vie, meilleur vous allez les garder. Ce qui a fait dire aux Américains « use it or lose it ». Revenons alors sur une structure dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est très importante. Ce sont les cellules endothéliales. Ces cellules qui recouvrent les sinusoïdes caverneux. Dans les années 80, on s'est rendu compte en fait que ces cellules endothéliales qui sont monocellulaires ne sont pas uniquement la barrière entre le sang et l'organe irrigué. Et en fait, nous avions aussi quantifié ces cellules endothéliales. Et j'étais très étonné de voir que, en fait, que ce soit le patient puissant ou impuissant, il y avait le même nombre de cellules endothéliales. Et donc, j'ai été lire un peu pour comprendre, j'étais très étonné, je croyais même que c'était une erreur. Eh bien non. La particularité de la cellule endothéliale est que quand elle est abîmée, en fait, elle sécrète des substances qui sont très bonnes à la vascularisation de l'organe, mais quand elles sont abîmées, elles sont remplacées, non pas diminuées ou augmentées, il y en a une qui meurt pour une qui la remplace, mais la fonction de ces cellules endothéliales est différente. Elle va sécréter des substances inflammatoires qui sont néfastes pour notre organisme. L'impuissance augmente avec l'âge et essentiellement comme cause organique des causes vasculaires. Il est donc de mon ressort de vous parler un peu de l'artériosclérose. Nous avons dans notre sang 2 types de cellules, les lipoprotéines, les LDL et les HDL. Ceci sont les mauvaises, ceci sont les bonnes. Et la différence aussi, c'est qu'il y a le complexe protéiné qui est différent. On a des ApoB et là des ApoA. La cellule endothéliale qui est abîmée va permettre aux fines particules, les LDL, de passer la barrière et celles-ci vont être alors oxydées. Il se veut que, à cette époque, je pars d'Erasme, je suis nommé chef de service à Charleroi, et là se trouve un laboratoire de recherche tenu par le professeur Van Averbeek
et le professeur Zouaoui, et je leur parle de mes recherches, et ils disent, tiens, mais nous avons, nous, un enzyme, la myéloperoxydase, qui peut oxyder les LDL, et nous allons voir s'il y en a au sein de la verge. Et vous voyez, on fait un marquage immunohistochimique, et on visualise très très bien les LDL oxydés ici au niveau de la cellule endothéliale. Et il s'agit bien de LDL parce que si on fait un marquage pour l'ApoB, donc la protéine B, et non pas la A des HDL, on visualise très bien ce marquage. Ces cellules oxydées, les LDL oxydés étant en sous-endothélial, les globules blancs, les monocytes vont passer, devenir des macrophages, vont avoir des récepteurs poubelles, vont capter ces cellules oxydées, puis vont se charger de calcium et, pour finir, produire la plaque d'athérome. Ces globules blancs peuvent être repérés grâce à un marquage qui est le CD68, et vous voyez que dans une carotide de patients diabétiques, on visualise très bien ce marquage des globules blancs qui participent justement à cette plaque d'artériosclérose, alors que chez les non-diabétiques, elles ne sont pas là. Et nous avons fait la même chose au niveau des artères péniennes, et vous voyez ce marquage au niveau de l'endothélium des globules blancs. Ce qui explique pourquoi nous avons des plaques d'athérome, et vous voyez ici l'ombre de la verge, et obstruction des artères dorsales et caverneuses de la verge. En revanche, alors que le processus d'artériosclérose, le début, est tout à fait semblable au niveau des sinusoïdes caverneux, puisque vous voyez ici les MOX-LDL, il n'y a pas de participation de globules blancs, donc il n'y a pas cette formation de plaques d'athérome calcifiées au niveau de la verge. Mais en revanche, ces LDL oxydés vont réduire la production de monoxyde d'azote. Il s'agit ici de culture cellulaire endothéliale, et vous voyez qu'après quelques heures, il y a une réduction de la production du NO, qui est ce neurotransmetteur principal de l'érection, puisqu'il provoque la relaxation des fibres musculaires. Donc, nous avons au niveau artériel des problèmes plutôt structurels, par sténose et obstruction de l'artère, alors qu'au niveau des sinusoïdes caverneux, nous avons un problème fonctionnel par réduction de la production de NO. Afin de voir si ces théories étaient tout à fait justes, toujours dans ce laboratoire du professeur Van Averbeek, nous avons voulu voir l'expression de la NO-synthase, donc du mRNA, et vous voyez que lorsqu'on stimule les cellules, enfin lorsqu'on met des cellules endothéliales en présence du TNF-alpha, qui est l'agent inflammatoire le plus important, que l'on met, on voit avec les MOX-LDL, donc les LDL oxydés, une réduction du mRNA pour la synthase endothéliale de monoxyde d'azote. Et il s'ensuit, si l'on mesure alors le GMP cyclique, eh bien vous voyez que les LDL oxydés par la myéloperoxydase, vous voyez une diminution de la production de GMP cyclique, qui est celui qui va chasser le calcium du cytoplasme et donc entraîner une relaxation des fibres musculaires. Sur un plan épidémiologique, si l'on s'intéresse maintenant aux facteurs responsables de la dysfonction érectile ou des autres maladies cardiovasculaires, vous voyez que c'est exactement les mêmes. Dès lors, quel est le lien, quel est le rapport entre maladie cardiovasculaire et la dysfonction érectile? Tout en sachant bien que la cause principale de mort, ce sont les pathologies cardiovasculaires, puisque vous voyez ici, c'est responsable en région wallonne de 30% de décès. La pathologie artériosclérose commence donc d'abord par des lésions endothéliales, peu détectables, et puis
petit à petit, réduction du calibre de l'artère et apparition des symptômes. Il est très difficile d'étudier finalement la fonction endothéliale et un des moyens est de provoquer une ischémie temporaire au niveau brachial et on enregistre les modifications avant et après insufflation d'air au niveau de la manchette de tension artérielle. Et il s'ensuit, suite à cette ischémie temporaire, une vasodilatation et une réponse endothéliale. La preuve en est, c'est que chez les sujets normaux, vous voyez que le débit au niveau de l'artère brachiale augmente après ischémie. En revanche, les patients qui ont une dysfonction érectile sans lésion cardiovasculaire, eh bien, vous voyez qu'il y a une moins bonne réponse de vasodilatation de l'artère brachiale. Donc, ça veut dire que ces impuissants, non seulement ils ont des problèmes au niveau de la verge, mais leur endothélium d'autres artères est aussi perturbé. Si maintenant on prend les facteurs inflammatoires responsables dans l'artériosclérose, que l'on visualise ici, eh bien vous voyez, il y a trois groupes, les normaux, les impuissants sans anomalie artérielle, d'autres avec des anomalies artérielles qu'on enregistre au Doppler, et d'autres qui ont des lésions artérielles et qui sont diabétiques, donc qui cumulent. Eh bien, vous voyez que même les impuissants qui n'ont aucune lésion artérielle au niveau des corps caverneux, eh bien, vous voyez que tous les facteurs anti-inflammatoires sont augmentés dans leur sang. Sur un plan clinique maintenant, les patients qui ont été hospitalisés pour des problèmes cardiovasculaires, eh bien, vous voyez que 57% étaient impuissants préalablement et que 64 des patients qui sont hospitalisés pour infarctus myocardique ont de l'impuissance. Vous voyez encore ici, c'est que l'impuissance va augmenter en fonction des maladies cardiovasculaires ou du diabète. Il y a donc un lien entre ces problèmes cardiovasculaires et la dysfonction érectile. Et on peut peut-être l'expliquer parce que au niveau des corps caverneux, le diamètre des artères péniennes étant beaucoup plus petit qu'au niveau carotidien, fémoral ou coronarien, il s'ensuit dès lors qu'un des premiers symptômes peut être la dysfonction érectile. Et vous voyez que sur un grand nombre de patients qui étaient impuissants, c'était dans un cadre de suivi de cancer de prostate, donc ici, vous voyez que après un an, il y a 2% de gens qui vont développer des maladies cardiovasculaires, alors que ces gens n'avaient aucun problème, et qu'après 6 ans, il va y en avoir 11%. Et cette étude est très intéressante parce qu'on se rend compte en réalité que les problèmes de dysfonction érectile viennent en moyenne 3 ans avant l'accident cardiovasculaire. Donc simplement, en posant la question aux patients, ce que aucun médecin généraliste, aucun cardiologue ne fait, êtes-vous puissant ou impuissant, le fait de savoir qu'il est impuissant, eh bien, on peut faire tout au moins une mise au point afin d'éviter que dans les années qui suivent, ce patient présente un problème cardiovasculaire. De l'impuissance, on n'en meurt pas, mais dans l'infarctus du myocarde, on en meurt. Et donc, on peut considérer qu'il s'agit là d'un symptôme sentinelle d'une maladie cardiovasculaire beaucoup plus importante. Eh bien, oui, la verge est bien le baromètre de la santé physique de l'homme. Ça, c'est superflu puisque la femme n'en a pas. Et dans une étude que nous avions menée, on se rend compte que sur un plan clinique, eh bien, beaucoup des gens impuissants avaient des problèmes d'hyperlipidémie et que donc ceux-là, en fonction de leur âge et de la présence de cette hyperlipidémie, ont beaucoup plus de risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc nous nous trouvons maintenant face à une verge malade. Y a-t-il un traitement? Eh bien oui, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, est arrivé dans le commerce pharmaceutique le Viagra.
Donc ce sont les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5, essentiellement 3 médicaments, le Viagra, le Levitra et le Cialis. Et ces médicaments agissent sur quoi? Sur une enzyme qui est la phosphodiestérase type 5. 5, pourquoi? Parce que dans le corps humain, nous en avons 11. Et la 5 est particulièrement présente dans le corps caverneux et c'est elle qui va détruire le GMP cyclique et donc moins de GMP cyclique, plus de calcium vous allez avoir dans le corps caverneux et donc contraction des fibres musculaires. Et donc ça explique aussi pourquoi la petite pilule bleue prise par la bouche va essentiellement agir au niveau de la verge avec peu d'effets secondaires. Quel que soit le médicament, ils ont plus ou moins la même efficacité, c'est-à-dire aux alentours de 80%, ce qui est quand même excellent pour un médicament. Mais vous voyez que la différence entre le sildenafil, le vardenafil et le tadalafil, c'est la structure. Ce qui explique que le tadalafil ayant une structure plus différente des deux autres, sa durée de demi-vie est plus importante et donc sa durée d'action est plus longue, puisque lui, il dure à peu près 36 heures. Et donc c'est un avantage, puisque si vous le prenez à la limite le samedi matin, vous êtes OK pour tout le week-end, comme les petits scouts, évidemment. Ça, c'était des prises à la demande. Donc le patient prend, il doit attendre 1 heure, puisque c'est l'enzyme qui détruit et que le médicament inhibe l'enzyme, il faut une stimulation sexuelle pour avoir la production d'héno. Donc s'il n'y a pas de stimulation sexuelle, vous pouvez prendre un camion de Viagra, il ne se passera rien. D'accord? Et certains se sont dit, tiens, est-ce que si je le donne à la demande, mais maintenant que je le donne de manière continue, on ne va pas améliorer la chose? Et vous voyez que les gens qui n'avaient aucune réponse à la demande, si on le donne maintenant de manière continue, eh bien, dans environ 40 à 50%, on améliore ces patients. Comment? Eh bien, ça, c'est une étude faite sur le rat, où on les nourrit avec du sildenafil, donc ils boivent de l'eau accompagnée de sildenafil, et puis on stimule les nerfs caverneux et on mesure la pression intrapénienne. Vous voyez que ceux qui ont pris du sildenafil, l'érection, la pression intracaverneuse est meilleure, et que si, à ces rats qui prennent de manière chronique du sildenafil, on leur donne aussi de manière aiguë du sildenafil, eh bien vous voyez que par rapport au placebo, donc ceux qui n'ont pas reçu de sildenafil de manière chronique, eh bien il y a une meilleure réponse de l'érection. Donc la prise quotidienne de ces inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 améliore la fonction endothéliale. S'il améliore la fonction endothéliale au niveau de la verge, et que l'on sait aussi que d'autres endothéliums, pas uniquement la verge, sont altérés, puisque je vous l'ai montré au niveau de l'artère brachiale, est-ce que si on en donne, on n'améliore pas aussi l'endothélium des autres vaisseaux? Et vous voyez, à nouveau, au niveau du débit artériel, quand on donne du tadalafil, du Cialis, eh bien vous voyez que le débit artériel est augmenté, donc on améliore la fonction endothéliale du bras, de l'artère brachiale, et que lorsqu'on arrête, eh bien, il y a encore une amélioration de cette fonction endothéliale. Donc on peut améliorer la fonction endothéliale de tous les vaisseaux sanguins en prenant ces médicaments. Et vous voyez à nouveau ici que chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, le sildenafil améliore le débit artériel et augmente le diamètre de l'artère brachiale. Et si on mesure maintenant au niveau sanguin les différents facteurs inflammatoires, eh bien vous voyez que ceux des patients qui ont pris du sildenafil, eh bien il y a une diminution de tous ces facteurs inflammatoires au niveau sanguin. Donc ces médicaments réellement améliorent la fonction endothéliale. Et comment? Tout simplement parce que ces médicaments vont stimuler les cellules souches. Vous voyez que les impuissants ont moins de cellules souches pour la cellule endothéliale, et dès qu'on leur donne
du tadalafil, il y a une augmentation de ces cellules souches. Donc, déduction, pas encore conclusion, déduction, érection et pathologie cardiovasculaire, eh bien la dysfonction endothéliale est la caractéristique de la maladie, des maladies cardiovasculaires et de la dysfonction érectile, que les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 améliorent la fonction endothéliale non seulement des sinusoïdes caverneux, mais aussi des autres vaisseaux du corps humain, et donc pourrait avoir en fait un effet bénéfique sur la qualité de la fonction des vaisseaux, et dès lors pourrait être, même si ce n'est pas du tout le même mécanisme, être considéré l'aspirine du riche. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces médicaments coûtent relativement cher. Et si vous ne me croyez pas, regardez ici, on reprend les études faites pour le Cialis, et l'on voit que ceux qui ont reçu du placebo, par rapport à toutes les études, donc plus de 4000 patients qui ont reçu le Cialis, l'incidence d'infarctus du myocarde est de 21,1 pour 100 patients par an, alors que ceux qui ont reçu le Cialis est de 0,39. Donc, quelque part, la prise d'inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 a protégé ces patients contre l'infarctus du myocarde. Quel PDE simple, puisque nous en avons 3? Ça va être une question de prix. Le prix est relativement le même. Maintenant, le Levitra et le Viagra sont génériqués, le Cialis pas encore. L'efficacité, comme je vous ai dit, 80%, quel que soit le médicament utilisé, et les effets secondaires sont sensiblement les mêmes pour tous. Nous avons quand même voulu savoir, malgré tout, quel était celui qui avait le plus d'effets anti-inflammatoires sur la physiopathologie de l'artériosclérose au niveau pelvien. Et donc, nous avons à nouveau pris des cellules endothéliales que l'on a stimulées par des LDL myéloperoxydase associées avec du Viagra, du Levitra ou du Tadalafil. Et ce que nous avons mesuré, c'est une interleukine, l'interleukine 8, qui, vous voyez, est stimulée par le TNF-alpha, qui est un des agents les plus inflammatoires et qui va être responsable justement de la réaction inflammatoire des cellules, des globules blancs, des monocytes qui vont venir au niveau de la barrière endothéliale. Et vous voyez que quand on mesure cette interleukine 8, que l'on soumet en fait la cellule endothéliale au MOX-LDL, il y a une nette production des interleukines 8 et le TNF, évidemment, augmente de manière considérable cette interleukine. En revanche, si l'on soumet maintenant avec du sildenafil à des doses variables, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de réduction de l'interleukine 8. Si l'on prend le vardenafil, à nouveau, non seulement il n'y a pas de réduction, mais il y a même une petite augmentation. Je suis d'accord avec vous, c'est fait sur des études in vitro, ce qui n'est pas toujours la manière de montrer ce qui se passe en réalité, mais ça nous permet quand même de comprendre certains mécanismes. Alors que le tadalafil, lui, par rapport au MOX-LDL normal, il y a une réduction. Donc, parmi les trois, quand on compare les trois graphiques, eh bien, vous voyez que c'est le tadalafil qui a la fonction anti-inflammatoire la plus importante. Ceci étant, on s'est dit, tiens, voyons un peu quel est peut-être l'effet protecteur. Et nous avons pris 10 sujets sains, volontaires, à qui on a donné
de manière régulière, tous les 2 jours, du Cialis. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le rapport entre l'ApoB, la protéine B, qui est le témoin des LDL, par rapport à l'ApoA, qui est l'HDL, donc la bonne lipoprotéine, eh bien, il y avait une réduction de ce rapport. Et donc, le Cialis améliore la fonction, je dirais, anti-inflammatoire au niveau sanguin. Notre verge est traitée, elle n'est plus malade. La question est, à laquelle les hippies avaient déjà répondu dans les années 60, faites l'amour, pas la guerre. Aujourd'hui, nos politiciens disent plutôt, faites la guerre, pas l'amour. En fait, plusieurs études ont montré que si vous avez au moins 2 activités par semaine sexuelles, eh bien, vous réduisez les risques cardiovasculaires et vous réduisez l'hypertension artérielle. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est parce que ces gens sont en bonne santé qu'ils ont une activité sexuelle, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils ont une activité sexuelle qu'ils ont une bonne santé? C'est l'œuf ou la poule, évidemment. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, chers collègues, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons appris que la verge est soumise évidemment au problème d'artériosclérose, que la verge peut être un symptôme sentinelle d'une maladie ou de maladies cardiovasculaires beaucoup plus importantes qui vont entraîner peut-être dans les années qui suivent la mort de sujet, que nous avons des traitements qui améliorent la fonction endothéliale de la verge et donc de l'érection, et que peut-être, enfin pas peut-être, que certainement, ils améliorent aussi la fonction endothéliale des autres vaisseaux et pourraient donc nous protéger contre d'éventuelles maladies cardiovasculaires, ce qui veut dire qu'aux personnes âgées, il ne faut certainement pas dire n'ayez plus de rapports sexuels, au contraire, il faut les encourager à avoir des rapports sexuels, non seulement pour une amélioration psychique, mais aussi pour une amélioration physique. Et je vous remercie. Bien. De nombreuses mains se lèvent. Allez-y, Jean. Oui. L'impuissance psychologique dont vous n'avez pas abordé, est-ce qu'elle est également médiée par le NO et par quel mécanisme en général? Donc, on entend l'impuissance psychologique quand on ne met pas en évidence de lésions organiques. On ne peut pas. Et donc, en fait, ce que nous avions montré aussi, c'est que même chez des patients impuissants, dits psychologiques, donc on n'avait rien mis en évidence, eh bien, on s'est rendu compte que l'endothélium était perturbé en faisant différents marquages. Et donc, ce que certains peut-être considèrent aujourd'hui comme impuissance psychologique n'est qu'un début d'une impuissance organique. Et donc, on a réduit ainsi, alors qu'on croyait que c'était 80% d'origine psychologique, maintenant c'est à peu près une vingtaine de pourcents qui sont d'origine psychologique, et on trouve de plus en plus de pathologies organiques à la dysfonction érectile. Et probablement que ça commence par des altérations, notamment parce que les psychologiques sont des anxieux et tout ça, libération peut-être trop d'adrénaline et altération au niveau de la cellule endothéliale et des fibres musculaires. Oui, tout au fond, vous en prie. Est-ce que les statines sont des effets favorables sur la dysfonction érectile? Bon, les statines vont diminuer évidemment les triglycérides et tout, mais il semblerait qu'elles peuvent entraîner une dysfonction érectile. Par quel mécanisme, ça je ne sais pas. Oui, et à côté. D'abord, merci pour ce très intéressant exposé. La question porte sur les inhibiteurs de l'PDE5. Vous avez dit qu'ils étaient beaucoup plus présents au niveau de l'endothélium de la verge que dans le reste de l'organisme. Or, il semble avoir un effet positif
l'endothélium artériel de l'ensemble de l'organisme, puisque vos études suggèrent qu'il y a moins d'accidents cardiovasculaires. Donc ma question c'est, est-ce que ces inhibiteurs PDE5 agissent hors zone verge sur l'ensemble de l'organisme via les PDE5 uniquement, même s'ils sont en moindre quantité, ou faut-il suspecter qu'ils aient d'autres modes d'action? Non. Ils vont influencer les autres systèmes parce que si leur activité la plus importante est sur la PDE5, ils ont malheureusement aussi une activité moindre, beaucoup moindre, sur d'autres inhibiteurs de phosphodiesterase, dont la 6 par exemple. Et la 6, elle est où? Elle est au niveau de la rétine, de l'œil, si bien que lorsqu'on prend des doses élevées de Viagra, il faut à peu près 1 gramme, donc la dose thérapeutique c'est 100 mg, là c'est 10 fois plus, eh bien on peut avoir des visions colorées différentes, raison pour laquelle il était interdit aux aviateurs de prendre du Viagra parce que ça pouvait modifier, même à 100 mg, ce qui est rarement le cas, mais ça aurait potentiellement pu modifier la vision colorée. Mais donc, il est clair que ça agit aussi, et donc ça n'agit pas uniquement via le GMP cyclique, il y a aussi d'autres phosphodiesterase qui agissent sur l'AMP cyclique, ça varie, mais il y a toujours bien sûr des effets secondaires, des effets sur d'autres moindres, mais d'autres types de phosphodiesterase. C'est une remarquable histoire qui est très intéressante, et je dois dire que j'en suis extrêmement heureux parce que j'en ai craint quand j'étais parti à Charleroi que ça allait interrompre une carrière scientifique que je vois rencontrer. J'ai remarquablement continué. Félicitations. Merci, monsieur. Monsieur Schmitt. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Je dirais plutôt qu'un exposé, c'est un plaidoyer. Et comme tout plaidoyer, évidemment, on peut prendre un contre-pied. Moi, je suis diabétologue, je suis pharmacologue, je m'intéresse très pour l'athérosclérose. Les données, vous avez, bon, je vois bien la construction, si on la suit, si on vous suit, on peut vous suivre les yeux fermés. Sauf qu'à mon avis, il y a quand même des failles dans le système et dans le raisonnement, ou en tous les cas dans l'application du raisonnement. Si je prends par exemple ce qui est utile, c'est-à-dire finalement les événements cardiovasculaires et les effets des P2-5 inhibiteurs sur les événements cardiovasculaires, vous avez montré une diapositive remarquable qui dit qu'on passe avec un hasard ratio à 0,4, donc on réduit de 60%. J'ai regardé la publication, c'est au Bernard Journal Supplément 2002, seulement 2016. À ma connaissance, il n'y a aucune étude prospective, randomisée, pour essayer de démontrer ça, ni dans l'athérosclérose en général, ni chez les patients diabétiques, que je suis particulièrement, et que vous savez, sont exposés à la dysfonction érectile et aux maladies cardiovasculaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier. Donc, on a toute une série d'autres exemples ou des études, des analyses post-hoc, comme on dit, des analyses a posteriori, où on décode des événements cardiovasculaires, mais dans des études qui n'est pas faites, conçues pour ça. On s'aperçoit parfois, on a eu malheureusement diabétologie plusieurs fois d'expérience, où des données étaient attractives avec une réduction assez spectaculaire, et quand on fait des essais cliniques randomisés contrôlés dédiés à cette problématique, eh bien, il y avait... Alors, je me pose la question, si prévalence de l'athérosclérose, 30% de la population, donc une marche, donc un marché potentiel considérable pour l'industrie pharmaceutique, comme vous pouvez imaginer, avec des molécules que l'on connaît bien, donc on connaît bien la sécurité d'emploi, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer, s'il y avait la moindre... Si le raisonnement était parfaitement conçu et inattaquable, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a aucune pharmaceutique qui n'ait pas développé 15 ans plus tard un essai clinique randomisé, etc., pour prouver l'efficacité de la théorie que vous avez par ailleurs remarquablement développée? Alors, monsieur, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas un véritable plaidoyer. Comme vous avez compris, j'essaye d'être le plus didactique et d'amener évidemment à une solution finale. Je suis d'accord avec vous, et par ailleurs, sachez que sur le plan statistique, ce n'est pas significatif entre le nombre d'infarctus chez les placebos et ceux qui ont pris le tadalafil. Par ailleurs, vous savez, aujourd'hui, c'est une question de rentabilité et de rapidité. Et je crois que cette étude qui pourrait être menée prendrait beaucoup trop de temps
pour la firme pharmaceutique qui la sponsoriserait et demanderait un très très grand nombre de malades afin d'avoir peut-être une différence statistique. Moi, je ne suis pas à la place de Pfizer, de Lilly ou autre, c'est pas moi qui ai l'argent, je ne fais que relater ce que je peux lire et ce que je trouve aussi lors de mes recherches, mais vous avez entièrement raison. Et je ne crois pas que demain, une firme pharmaceutique va s'engager à dépenser beaucoup d'argent pour n'avoir des résultats peut-être que dans 10, 15 ans, et peut-être que, bon, on aura trouvé d'autres traitements entre nous. Monsieur Vincent. Merci beaucoup. Un commentaire, peut-être deux petites questions. Le commentaire, c'est que je pense que l'étude, l'histoire du sildenafil est un petit peu l'histoire belge, puisque je pense que c'est à l'étude des phases 1 de médicaments chez Pfizer à Bruxelles que les volontaires, enfin ceux qui sont payés, des jeunes bien contents, qui avaient pris du sildenafil, on essaie de développer dans d'autres indications, ont rapporté le phénomène que nous connaissons comme phénomène secondaire. Et c'est ça qui a mené Pfizer à continuer sa recherche dans ce sens. Mes deux petites questions, c'est un, je ne savais pas, ou j'avais oublié, que l'homme est le seul mammifère qui n'a pas d'os pénien. Je me demandais si il y avait une explication téléologique. Est-ce que l'évolution l'explique? Est-ce que c'est un os qui ne servait à rien, finalement, qui a disparu? Et la deuxième question, c'est, on a beaucoup parlé de ça, est-ce qu'il y a une certaine relation entre la dysfonction érectile et les difficultés d'éjaculer? Et peut-être une troisième question, je me demande, si je peux, comme addendum, dans combien de temps le Cialis va être out of patent, va sortir de brevet, parce que ça pourrait m'intéresser pour le cœur. C'est apparemment l'argument que tous les patients utilisent quand ils viennent me voir. C'est d'abord pour mon cœur. Ceci étant, tu es entièrement d'accord, en fait, comment est né le sildenafil pour la dysfonction érectile? Au départ, c'était pour traiter les angines de poitrine. Et en fait, effectivement, l'étude a été faite à Bruxelles et je venais de terminer pour un autre suivi scientifique une étude justement par prise orale qui avait été un fiasco complet, ça n'avait rien fait. Et je suis contacté par la firme Pfizer de Bruxelles qui vient avec deux bonhommes. Ils me disent, regardez, ici on a un médicament pris par la bouche, érection, sans effet secondaire. Pour moi-même, je dis, oui, mon œil, encore une fois, un truc qu'on m'apporte là sur un plateau, mais moi je n'ai fait une étude, ça ne marchait pas du tout. Mal m'en est pris, parce que si j'avais sauté dans le train, je dois dire, j'aurais fait le tour du monde 25 fois dans tous les sens pour aller parler du sildenafil. Donc ça, c'est une erreur de marque. Alors, l'os pénien, malheureusement, l'homme n'a pas d'os pénien, je ne sais pas pourquoi. J'ai publié certains cas qui avaient l'espèce d'os pénien et probablement que c'est dans le cas d'une maladie de la péronie, c'est-à-dire une mauvaise cicatrisation des tissus lors d'altération et des taux de collagène qui fait qu'on voit apparaître au niveau de la brèche à l'espèce. Mais l'homme n'a pas d'os pénien, la baleine a un os pénien. En ce qui concerne l'éjaculation et l'érection, c'est totalement différent. L'érection, c'est un phénomène cholinergique, pour voir une érection. L'érection, c'est un phénomène adrénergique. Et il n'y a pas de relation, mais vous devez savoir aussi, c'est qu'après une éjaculation, il est impossible d'avoir une érection immédiate. Pourquoi? Parce que vous libérez l'adrénaline qui agit sur le récepteur alpha et donc contraction des fibres musculaires lisses. Il en va de même au niveau du col vésical. Le muscle lisse vésical, récepteur alpha, contraction, donc vous ne savez pas faire pipi après avoir éjaculé. Donc, en d'autres mots, quand on veut, tout s'explique. Oui, dernière question. Merci pour votre brillant exposé. Moi, une question. Dysfonction érectile et syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a une relation entre vous avez fait entre les deux? Parce que quelquefois, c'est le mot d'entrée. Moi, j'ai vu quelques patients qui me parlaient d'impuissance, de dysfonction érectile, et chez qui on avait découvert un syndrome d'apnée du sommeil. Mais, je vais vous dire que probablement que oui. Pourquoi? Parce que les apnées du sommeil, c'est les modifications des épisodes de sommeil, notamment modification, si je ne m'abuse, des épisodes de REM. Or, les érections nocturnes sont en relation avec ces épisodes de REM, de Rapid Eye Movement. Et comme je vous ai dit que peut-être
ces érections nocturnes étaient là pour protéger la fonction de la verge. Si nous avons des apnées du sommeil, des perturbations du sommeil, nous pouvons aussi avoir des perturbations au niveau de la verge. Ce n'est pas la cause certainement fondamentale, mais il doit y avoir une relation. Bien, je vous remercie pour cet exposé et pour